plongeons au-delà du connu, dans les ombres du passé où des rencontres inexpliquées ont laissé leur marque. Préparez-vous car nous allons plonger dans les phénomènes les plus étranges du monde antique. Quand l'art rupestre décolle. Dans les jungles de l'Inde, où le répulsif anti-insecte est inefficace, mais le mystère est toujours présent, des archéologues ont trouvé une grotte remplie de dessins anciens. Gravés sur les parois de la grotte de Chhattisgarh, dans la région de Bastar, se trouvent des peintures rupestres si étranges, si étrangement inhumaines, que vous penseriez presque que Spielberg les a dessinées lui-même. Et je parle de têtes bulbeuses, de bras difformes et de soucoupes volantes en bonnet difforme. Ces incroyables peintures ont été réalisées 10 000 ans avant même que la zone C51 n'ait la climatisation. Et avant de penser que ce n'est que votre imagination qui vous joue des tours, regardons les choses de plus près. Les habitants de la région se transmettent depuis bien longtemps des histoires du peuple Rohela, de mystérieux êtres voyageurs du ciel qui, apparemment, avaient l'habitude d'emprunter des humains pour de courts voyages vers des lieux inconnus. Ce ne sont pas de simples histoires pour enfants, c'est bel et bien un folklore générationnel qui ressemble étrangement à toutes les histoires d'enlèvement par des extraterrestres que vous avez déjà entendu auparavant. L'archéologue indien J.R. Bhagat étudie l'art rupestre depuis longtemps. Il a admis que, quels que soient ces êtres, ils sont vraiment bizarres. J.R. a déclaré que les figures humanoïdes avec leurs têtes massives et les étranges gribouillis de vaisseaux spatiaux ne ressemblent en rien aux figures typiques des éleveurs de bétail normalement trouvés dans ces grottes. Le gouvernement de Chhattisgarh essaie maintenant de faire venir la NASA et l'ISRO. Parce qu'apparemment, lorsque vous trouvez des créatures et des dessins bizarres peints sur des roches, vous n'appelez pas les Ghostbusters, vous appelez les agences spatiales, apparemment. La grande question est de savoir de quoi il s'agit réellement. Étaient-ils simplement des artistes qui cessaient une sorte de surréalisme de l'Antiquité? Étaient-ils des dieux anciens ou des esprits? Peut-être est-ce simplement une liberté artistique ou bien quelque chose de plus. À vous de juger. Teotihuacan, la cité qui tend des nœuds. L'ancienne ville de Teotihuacan est pleine de mystères. Elle était là bien avant les Aztèques, quand leur peuple n'était qu'une lueur dans l'histoire. La ville de Teotihuacan était déjà une métropole tentaculaire avec plus de 100 000 à 150 000 habitants. Et c'était l'une des plus grandes villes du monde antique, d'environ 100 à 600 de notre ère. Au moment où les Aztèques sont arrivés vers les années 1300, elle avait été abandonnée depuis des siècles. Mais selon certains anciens parchemins et traditions orales, l'ancienne ville de Teotihuacan, au Mexique, n'a pas été construite par des humains, mais par des dieux eux-mêmes. Êtes-vous prêt pour une théorie assez folle? C'est même peut-être pour ça que vous regardez cette chaîne. Eh bien, appelons cela une histoire. Bienvenue dans le royaume perdu du serpent à plumes, où le dieu mésoaméricain Quetzalcoatl était descendu du ciel pour régner sur les humains. Et pour sortir de l'ordinaire, il faut se pencher sur la théorie de la civilisation perdue de Graham Hancock et l'hypothèse des anciens astronautes de Zecharia Sitchin. Et selon ces spéculations, Teotihuacan aurait été prétendument construite soit par une super civilisation humaine oubliée, soit par de véritables divinités venues d'ailleurs, apparemment. Mais pour véritablement comprendre ce qu'il en est, tournons-nous vers la chronologie sacrée. Les archéologues traditionnels nous disent que Teotihuacan a été fondé vers l'an 4000 avant Jésus-Christ, par des personnes inconnues. Pourtant, les plus grandes structures de la ville, comme ces grandes pyramides, n'ont été bâties qu'en 300 de notre ère. Qu'est-ce qui s'est passé donc pendant les 2000 premières années de son existence? La réponse pourrait se trouver dans les anciens codex aztèques, dont très peu ont survécu. Il existe des récits toltèques et aztèques sur une figure historique ou semi-historique, et qui est appelé Acatl Topiltzin Quetzalcoatl, un souverain prêtre de Tolan, la capitale toltèque, qui aurait été divinisé ou aurait pris le nom du dieu. Cette confusion entre le dieu et le dirigeant a conduit à des interprétations présentant le dieu comme une véritable figure historique ayant réellement vécu. Et les textes avancent même qu'il s'agissait d'un dieu à la peau claire et barbu qui est arrivé dans le monde avec la connaissance de la civilisation, de l'astronomie et de l'extraction de l'or et la métallurgie en général. Les gens qui vénéraient profondément Quetzalcoatl ont construit de magnifiques structures comme la pyramide du soleil, la pyramide de la lune et des temples qui lui sont dédiés comme le célèbre temple de Quetzalcoatl. Mais attention, cette description de Quetzalcoatl est largement considérée par la plupart des chercheurs modernes comme une légende post-conquête espagnole, voire une déformation délibérée. Les conquistadors, et plus tard les missionnaires, auraient pu vouloir faire correspondre Quetzalcoatl à une figure européenne comme Saint Thomas ou même au Christ afin de faciliter la conversion, mais c'est un autre sujet. Maintenant, passons à des théories plus audacieuses.
Certains théoriciens proposent des rapprochements entre Quetzalcoatl et des divinités issues d'autres cultures, comme le dieu égyptien Thoth, le tout saupoudré d'idées sur d'anciens visiteurs comme des Anunnaki par exemple. Ces hypothèses, souvent reprises dans la culture populaire, suggèrent que des êtres puissants auraient pu voyager à travers le monde et influencer le développement de la civilisation comme celle de Teotihuacan, même si la science conventionnelle n'appuie pas vraiment ces liens. Ces récits imaginent des divinités mythiques déménageant à travers les océans, voire même les planètes. Dans cette veine, des spéculations vont plus loin en postulant qu'un dieu exilé aurait guidé un groupe d'humains peut-être venus d'Afrique jusqu'au Mexique pour y bâtir une nouvelle société. Ces théories tentent alors d'expliquer les similarités culturelles perçues entre l'Égypte, la Mésopotamie et la Mésoamérique. Ils désignent parfois les Olmecs, la plus ancienne civilisation sophistiquée connue du Mexique, bien avant les Mayas, comme le fruit de ces influences divines. Selon ces récits, les Olmecs auraient suivi des instructions pour édifier leur structure, y compris des pyramides, qui, bien que différentes de celles d'Égypte, conservaient une inspiration d'origine céleste, disons. Ce sont des narratifs fascinants et ils s'éloignent des explications archéologiques établies. L'abandon de Teotihuacan, survenu autour de 750 de notre ère, reste un très grand mystère pour les historiens. On ne sait pas exactement ce qui a mené à son déclin et sa désertion. Des légendes aztèques postérieures, recueillies des siècles après les faits, évoquent bien des catastrophes, parfois décrites comme d'énormes inondations d'ampleur biblique, et qui auraient pu emporter la civilisation. C'est sur les ruines de cette ville énigmatique que les Aztèques s'installèrent bien plus tard. Mais peu importe les théories, Teotihuacan demeure un site archéologique absolument colossal, fascinant et plein d'étrangetés, et dont les secrets continuent de nous intriguer et d'alimenter bien des discussions. 1561, Star Wars avant l'heure. Soit il y a eu une grande guerre spatiale en orbite terrestre il y a 500 ans, soit le spectacle laser naturel le plus fou de l'histoire a illuminé les cieux. Le 14 avril 1561, les citoyens de Nuremberg en Allemagne essayaient juste de passer une matinée tranquille, peut-être de faire du pain, de s'occuper de la peste, ce genre de choses, et pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations médiévales, le ciel est devenu fou. Des bruits assourdissants, des lumières aveuglantes et des objets traversant le ciel comme si quelqu'un avait fait tomber une bobine de film de Star Wars dans la vraie vie. Les gens ont afflué dans les rues et ont levé les yeux vers le ciel, abasourdis. Et selon les rapports, l'événement a duré une heure en plein jour. Et c'est pas une étoile filante, c'est un véritable combat céleste en bonne et due forme, en croire les récits. L'artiste Hans Glaser a documenté le chaos pour la Nuremberg Gazette. Son dessin de l'incident est un cauchemar visuel. Des croix flottantes, des roues tournantes, des tubes tirant des sphères colorées et quelque chose qui ressemble à une lance volante de l'enfer. Les personnes présentes ont déclaré avoir vu des objets s'écraser au sol et de la fumée s'élever dans le ciel. Les scientifiques veulent rejeter l'événement comme une pluie de météores, mais nous ne sommes pas dupes, n'est-ce pas? Pas vraiment besoin d'un doctorat pour savoir que les météores ne se comportent pas comme s'ils étaient dans une suite de Fast and Furious. Mais certains sceptiques disent que ce n'étaient que des parélies, des halos lumineux qui peuvent être vus à l'œil nu lorsque le soleil se reflète sur des cristaux de glace dans les nuages. Cette explication pourrait avoir un sens si les parélies hurlaient, explosaient et s'écrasaient en une défaite ardente. Ce n'était pas un jeu de lumière, ce n'était pas des reflets ou une étrange aurore, c'était des lumières dans le ciel, faisant des zigzags, se tirant dessus, et brûlant dans l'atmosphère, en tout cas selon la majorité des récits de l'époque. Et le plus bizarre dans l'histoire, c'est que ce n'était même pas un spectacle unique. En 1566, seulement 5 ans plus tard, la ville de Bâle, en Suisse, a signalé une bataille similaire dans le ciel, et puis cela s'est reproduit en 1697 à Hambourg, avec des témoins décrivant même de géantes roues lumineuses tournant au-dessus de la ville. L'Allemagne, est-ce que ça va? Plusieurs lieux, plusieurs témoignages et zéro explication. N'était-ce que de bizarres phénomènes météorologiques ou est-ce quelque chose de bien plus mystérieux? N'hésitez jamais à me faire part de vos réflexions dans les commentaires. Zoroastre, prophète céleste ou pion cosmique. Bien avant que l'homme ne rêve d'atteindre la Lune, un homme avait déjà un contact privilégié avec un être céleste qui était peut-être ou non un maître galactique de la lumière. Le nom de cet homme était Zoroastre. Sa mission était de répandre la vérité cosmique, de combattre le mal et de convertir des rois. Il fut véritablement le messie monothéiste originel, précédant le Christ de plusieurs millénaires. Né quelque part entre 2000 et 1000 avant notre ère, les dates exactes sont très floues. Zoroastre fut l'élu d'un être divin nommé Ahura Mazda, qui selon lui révéla les secrets de l'univers à l'âge de 30 ans.
Zoroastre répandit alors son message à travers la Perse de l'époque, remodelant finalement la société en se débarrassant des anciens dieux perses et en les remplaçant uniquement par Ahura Mazda. Le zoroastrisme, qui soit dit en passant est toujours pratiqué aujourd'hui, après près de 4000 ans, nous dit que la mission d'Ahura Mazda était de combattre le mal, non pas de simples ondes négatives métaphoriques, mais un véritable antidieu nommé Angra Mainyu. Cette vision antique du diable était essentiellement un troll cosmique, responsable des mensonges, du chaos et probablement des pannes d'imprimante aussi. La révélation de Zoroastre incluait des batailles épiques entre la lumière et l'obscurité, des guerres célestes mettant en scène des êtres appelés Ameshas Pentas et un affrontement final à la fin des temps, tout comme le livre de l'Apocalypse. Et Zoroastre affirmait qu'une dernière bataille serait livrée entre le bien et le mal. La Bible a Armageddon, mais les Zoroastriens en Frashokereti. Et tout le monde attend encore que l'un de ces jours apocalyptiques arrive, mais j'espère qu'il va encore tarder. Des textes anciens décrivent des événements qui ressemblent étrangement à des combats aériens. Honnêtement, les manuscrits zoroastriens décrivent presque la bataille au-dessus de Nuremberg du XVIe siècle. Des sortes de lumières ou bien des véhicules divins, des êtres descendant des cieux, des lumières se tirant dessus comme des stormtroopers, bref, tout y est. Selon leur croyance, Zoroastre a été choisi par un être céleste venu des étoiles. Il a reçu une connaissance galactique directement téléchargée dans son cerveau. Il a combattu des forces obscures visant la corruption universelle. Peut-être que Zoroastre était un être humain en avance sur son temps, ou peut-être qu'il fut le premier véritable contact entre la Terre et une intelligence supérieure, ou bien simplement un fou qui a réussi à convaincre les gens. 1665, le Titanic céleste des pêcheurs. Je vais demander ça encore une fois. L'Allemagne, est-ce que ça va? Parce qu'une autre bataille céleste a eu lieu en Europe le 8 avril 1665, à seulement 4 ans d'un siècle complet après la bataille de Nuremberg, et à seulement quelques kilomètres dans le paisible village de pêcheurs de Baroft. Selon de multiples récits, le mot multiple étant ici la clé, tout a commencé vers 14 heures. Un groupe de pêcheurs innocents faisait ce que les pêcheurs font. Des trucs de bateau et parlait de poissons quand le ciel s'est transformé en une version cosmique de Pirates des Caraïbes. Des vaisseaux volants, des boulets de canon, des explosions et de la fumée dans le ciel, en tout cas selon les récits. Des témoins oculaires l'ont décrit comme une véritable bataille navale dans les nuages. Et c'est ainsi qu'ils l'ont décrite car aucun d'entre eux ne pouvait imaginer un combat spatial. Ils ne connaissaient pas vraiment la notion de missile à l'époque. Les pêcheurs médiévaux ont décrit la bataille en se servant du seul langage qu'ils connaissaient. Par exemple, alors que la bataille semblait atteindre son paroxysme, les pêcheurs ont déclaré qu'un gigantesque objet sombre, ressemblant à un chapeau plat et rond, est apparu et a plané dans le ciel au-dessus de l'église Saint-Nicolas, comme s'il supervisait toute cette folie. Les pêcheurs ne savaient pas ce que c'était, mais les amateurs de science-fiction vous diront certainement que c'était le vaisseau mère. Mais plus sérieusement, les récits racontent que les pêcheurs ont très vite déguerpi. Et même lorsque la bataille fut terminée, l'incident ne l'était pas vraiment. Dans les jours qui ont suivi l'événement, les pêcheurs de Baroft sont tombés malades apparemment. Ils ont souffert de maux de tête, de courbatures et de tremblements incontrôlables, comme s'ils avaient été exposés à quelque chose. L'événement fut d'ailleurs si notoire que l'auteur allemand Erasmus Finks l'inclut dans son livre de 1699 et je ne vais même pas essayer de lire son titre. Des années plus tard, en 2015, les historiens des ovnis Chris Aubeck et Martin Shaw ont revisité le mystère de manière médico-légale. Et ces gars ne sont pas de simples invités de fin de soirée sur History Channel. Ce sont des chercheurs légitimes. Aubeck a fondé la Magonia Exchange et Shaw travaille avec la NARCAP, une véritable organisation étudiant les phénomènes aériens anormaux. Leur enquête a abordé toutes les théories, y compris certaines très étranges, comme une nuée d'oiseaux se transformant en navire de guerre fantôme. Je sais qu'une volée des tourneaux peut être assez flippante, mais des oiseaux imitant des tirs de canon, vraiment. Ils ont également étudié la possibilité que la bataille aérienne soit un mirage. Mais cela semblait peu probable. Les mirages ne durent généralement pas une heure entière et ne rendent pas les gens malades après. L'explication la plus probable, si l'on évite la théorie de la rencontre extraterrestre, est une hallucination collective. De tels événements sont scientifiquement plausibles, mais des centaines de personnes hallucinant collectivement une invasion extraterrestre, ça paraît plutôt louche. Au final, même Aubeck et Shaw ont dû admettre qu'ils étaient perplexes pour expliquer les batailles célestes au-dessus de l'Allemagne. Et je ne peux pas non plus les expliquer mieux qu'eux, alors convenons que ce mystère reste irrésolu. Guerre mondiale 0.
Des chercheurs ont trouvé des preuves qu'il y a plusieurs milliers d'années, une guerre nucléaire a eu lieu. Un événement nucléaire se serait passé dans un endroit précis il y a plusieurs milliers d'années et les gens l'appellent guerre mondiale zéro. En tout cas, c'est ce que pourraient suggérer plusieurs découvertes scientifiques. Mais alors, y a-t-il vraiment eu un événement nucléaire dans l'Inde ancienne? Il y a plusieurs faisceaux de preuves différents, mais commençons par quelque chose d'un peu plus légendaire. Dans l'épopée sanskrite ancienne de l'Inde, connue sous le nom de Mahabharata, il y a des passages très étranges. Le texte ancien décrit une catastrophe apocalyptique. Un seul projectile chargé de toute la puissance de l'univers frappa la terre et créa une colonne incandescente de fumée et de feu aussi brillante que 10 000 soleils. Le Mahabharata décrit cette arme comme un tonnerre de fer, un messager de la mort qui réduisit toute une race en cendres. Le texte poursuit en disant que ceux qui se trouvaient dans le rayon d'explosion de cette grande arme furent brûlés au-delà de toute reconnaissance. Les cadavres furent incinérés, ne laissant aucune trace derrière eux, et après coup, les aliments auraient été si contaminés qu'en manger revenaient à tomber malades. Les gens étaient tellement désespérés de fuir la destruction que même s'ils ne mouraient pas lors de l'explosion, ils se jetaient dans le fleuve. Le Mahabharata a été écrit vers le 3e siècle avant l'ère commune, bien avant que quiconque ne connaisse l'énergie atomique ou les bombes nucléaires, et pourtant, il semblerait décrire des événements se rapprochant quelque peu de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Mais ça ne reste qu'une histoire, n'est-ce pas? Eh bien, il existe de nombreuses histoires étranges qui ont été écrites au cours des derniers millénaires. Cependant, cette histoire est plus ou moins étayée par des preuves physiques. En Inde, où le Mahabharata a été écrit, une couche de cendres radioactives a été trouvée au Rajasthan, couvrant une zone de près de 7,8 km² près de la ville de Jodhpur. Cette étendue radioactive a été découverte lors du développement de certains lotissements, et depuis la construction de ces lotissements, les habitants auraient souffert d'un taux très élevé de malformations congénitales, voire même de cancer. Le gouvernement aurait été obligé de boucler la zone lorsque les enquêteurs ont découvert que les niveaux de radiation étaient bien au-delà de ce à quoi tout humain devrait être exposé. Cela pourrait-il être la preuve d'une ancienne explosion atomique? Et si oui, il y a combien de temps cela s'est produit? Ou peut-être que ces traces de radiation ne sont que le fruit d'un pur hasard. Mais en tout cas, ce n'est pas la seule instance similaire d'un tel événement dans l'histoire, et on va en reparler dans la vidéo. La figurine de Nampa. L'un des artefacts les plus prometteurs pour ceux qui veulent confirmer qu'une civilisation humaine ancienne a vécu sur Terre a été découvert dans la petite ville de Nampa, dans l'Idaho, aux États-Unis. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on s'attend à une découverte d'une grande envergure, mais cet artefact va vous épater. En 1889, un petit groupe d'ouvriers cherchait de l'eau près de Nampa. Ils ont choisi un endroit prometteur et ont commencé à creuser des puits. Ils ont foré un trou d'environ 90 mètres de profondeur, puis, en utilisant une pompe à vapeur, ils ont commencé à aspirer les débris. Et parmi les morceaux d'argile projetés par le tuyau, l'un d'eux attirait l'attention des ouvriers. C'était un petit morceau d'argile façonné à l'image d'une femme. Et en l'examinant de plus près, il est devenu très clair qu'ils avaient affaire à une petite statuette. La figurine était vraiment petite, à peine plus grande que la plus grosse pièce de votre tirelire. Mais sa forme était indéniablement humaine. Elle avait une petite tête circulaire, un abdomen mince, 2 bras évidents, une paire de jambes et 2 creux dans la tête qui pouvaient autrefois être des traits faciaux. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale? Certes, les Amérindiens ont laissé des figurines en argile un tout petit peu partout, c'est vrai, mais ils ne les ont pas laissées à 90 mètres de profondeur. Les ouvriers de Nampa avaient foré à travers une strate géologique connue sous le nom de formation de Glenns Ferry. Cette formation a été créée il y a 2 millions d'années. La figurine était enfermée à l'intérieur de la formation d'argile, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas provenir des Amérindiens, ni d'aucune civilisation connue d'ailleurs. Et en 1975, toute la région a été désignée monument national naturel des États-Unis. Aujourd'hui, elle s'appelle le monument national des lits fossiles de Hagerman, un endroit riche en fossiles, de plantes et d'animaux. Et les créatures incrustées dans l'argile ici vivaient avant que l'Amérique du Nord ne tombe dans une ère glaciaire. C'est l'un des rares endroits où des fossiles de zèbres américains ont été retrouvés. Malheureusement, on n'a pas trop le temps de parler des zèbres aujourd'hui. Le sentiment initial après la découverte de la figurine de Nampa a été qu'elle était légitime. Le géologue George Frederick Wright de la Société d'histoire naturelle de Boston a apporté son soutien total à l'artefact. Il a même visité Nampa en 1890 pour examiner les débris qui avaient été aspirés du puits. George a également parlé avec les parties ayant fait la découverte. Il a examiné la figurine comme étant un artefact authentique. Pourtant, cela n'explique pas comment elle existe. La figurine de Nampa défie la chronologie acceptée de l'histoire de l'évolution humaine.
Et en ce qui concerne les scientifiques, aucune créature vivante sur cette planète, il y a 2 millions d'années, n'aurait pu sculpter une figure humaine aussi complexe. Mais ne vous y trompez pas, la figurine de Nampa est très complexe. En 1979, le professeur Albert A. Wright du collège d'Oberlin l'a décrite comme la création d'un véritable artiste. Et bien que la figurine ait été gravement endommagée par le passage du temps, son apparence est bien distincte. Albert a même dit qu'il y a de légères marques géométriques sur la figurine qui pourraient représenter des vêtements, voire même des bijoux. Les épaules sont larges, la bouche est à peine discernable et les jambes sont longues et fines. Les experts de l'époque ont convenu que la figurine semblait humaine. Et par la suite, les sceptiques ont affirmé que la figurine était un canular, mais en l'examinant de plus près, il est clair qu'elle n'est pas une simple contrefaçon. Et jusqu'à ce jour, les débats autour de la figurine de Nampa font rage. Était-elle une farce complexe ou une statue moderne? Et si oui, comment s'est-elle retrouvée dans une strate aussi ancienne? L'argile incrustée dans ces crevasses semble authentique. Et jusqu'ici, l'affaire est toujours non résolue. Et ces inventions perdues auraient pu changer le monde. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.